Ok. Bonjour à toutes et tous. Et puis, sans plus tarder, je pense qu'on va pouvoir démarrer cette deuxième journée. En tout cas, bienvenue. Et puis, bonne session. Bien, donc bonjour à toutes et à tous. Donc après la journée dense et riche d'hier, on va continuer sur cette belle lancée en ouvrant cette quatrième session, donc intitulée Monde professionnel et dynamiques institutionnelles. Alors des institutions, il en a déjà été question hier, notamment dans la conférence de René Lévy, qui a attiré notre attention sur la nécessité de faire tenir ensemble dans nos analyses les trois niveaux, micro, méso et macro. Le niveau méso étant celui des institutions, un élément qui intervient dans la structuration des parcours de vie de manière directe ou indirecte. Et aussi, a-t-il dit, en faisant pression en quelque sorte sur les usagers quand ces derniers sortent du cadre supposé normal. On a également parlé des institutions en filigrane dans les communications quand elles portaient sur des dispositifs qui étaient créés, financés, évalués dans le cadre du plan d'investissement des compétences, avec les changements donc que ces dispositifs entraînaient dans les pratiques d'accompagnement, les publics pris en charge. Et on a aussi évoqué les décalages entre ce que prônaient ces dispositifs institutionnels dans leurs attendus. On a notamment évoqué le conseil en évolution professionnelle ou d'autres dispositifs comme prépa compétences. Donc décalage entre ce qu'ils prônent et ce qui est effectivement réalisé, notamment faute de temps. On a parlé notamment de la sécurisation des parcours professionnels. Et enfin, dans la dernière session, voilà ce que ça fait d'être accompagné, voilà, du point de vue des usagers, on a redit à quel point en France, en tout cas, il y a cette nébuleuse d'acteurs qui fonctionnent en silo et dans lesquels, effectivement, il est même parfois difficile pour les professionnels de l'accompagnement de se retrouver. Donc dans cette session, on va aborder encore plus directement la manière dont ces cadres institutionnels agissent de par leur définition, leur déformation. Donc comment toutes ces déformations des cadres institutionnels influent et contraignent l'accompagnement, notamment en redéfinissant les rôles et les missions des professionnels. Donc nous aurons deux interventions. Donc la première nous emmènera en Suisse à la découverte des figures de l'accompagnement de son marché complémentaire, un marché administré sur lequel interviennent les prestataires des services d'insertion et de réinsertion et peut-être d'accompagnement. Donc Morgane Kueni, qui est professeure à la Haute École de travail social et de santé à Lausanne, nous précisera tout ça et nous présentera aussi peut-être le collectif d'auteurs qu'elle représente aujourd'hui. La seconde intervention portera sur le maintien en emploi des travailleurs en situation de handicap en France. Donc son auteur, Thomas Young, est doctorant en sociologie à l'Université de Clermont-Auvergne et aussi chargé de maintien en emploi de travailleurs handicapés au sein d'un Cap Emploi. Alors, compte tenu du fait que nous avons seulement deux présentations dans cette session, on a convenu d'un petit temps d'échange après chacune d'elles, de manière à récolter déjà quelques questions de précision, d'éclaircissement. À l'issue de ces petits temps d'échange, on passera la parole à Pierre Carloni, donc, qui est doctorant en sociologie au LIS-CNAM, qui proposera une discussion croisée, plus transversale donc de ces contributions. Et nous aurons donc à son issue un second temps d'échange. Voilà, donc sans plus tarder, je passe la parole donc à Morgane Kueni pour sa présentation. Merci beaucoup pour l'organisation du congrès. Donc, j'ai eu le droit à une dérogation spéciale pour vous présenter un PowerPoint, si c'est bien juste. C'est une autorisation qui m'a été donnée par les organisateurs. Donc, je partage mon écran de telle manière à ce que vous puissiez voir les schémas. Alors, voilà, j'espère que c'est tout bon pour tout le monde. Donc, ma communication aujourd'hui s'intitule Travailler ensemble ou mettre en œuvre un projet individuel d'insertion professionnelle. Morgane, on ne voit pas votre PowerPoint. Ah bon?
Tout à l'heure, quand vous aviez fait l'essai, ça fonctionnait très bien, mais là... Alors, attendez, je recommence. C'est bon. Voilà, là c'est bon. Voilà, parfait. L'écran, vous le voyez tout bien, c'est parfait. Ok, super. Donc, la proposition, elle s'intitule « Travailler ensemble ou mettre en œuvre un projet individuel d'insertion professionnelle, les figures de l'accompagnement sur le marché complémentaire en Suisse ». C'est une communication qui est issue d'une équipe de recherche de plusieurs personnes, donc bien sûr moi-même, mais aussi Nathalie Benelli qui a pu nous rejoindre grâce à Teams, et Antonin Turbuchen qui sont tous issus de la Haute École de Lausanne, Spartaco Greppi qui vient du Tessin, et Peter Streckheisen qui est issu, lui, de la Haute École de Travail Social de Zurich. Alors, en préambule, juste pour vous donner une petite idée de qu'est-ce que c'est le marché complémentaire, et avant d'entrer en fait dans le vif du sujet, j'aimerais juste vous dire que le marché complémentaire, en fait, ce sont toutes les places de travail qui sont créées par l'État en lien avec des objectifs de réinsertion sociale ou professionnelle, par exemple pour les personnes au chômage, à l'assistance publique, pour les personnes qui sont requérantes d'asile, mais c'est aussi en fait tout le service civil ou le travail d'intérêt général, hein, qui sont les services rendus donc à la collectivité. Ce marché, en fait, il a explosé en lien avec le développement des politiques d'activation de la protection sociale qui ont été mises en œuvre en Suisse dans les années 1990 et qui ont connu un développement en fait progressif, chômage, assurance invalidité, aide sociale, etc. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui dans les 15 minutes qui me sont imparties, c'est que je vous présente assez rapidement l'enquête. Je reviens quand même un petit peu sur cette définition du marché complémentaire. Ensuite, je vous présente les différentes figures d'accompagnement ou d'accompagnants en fait, qu'on a trouvées sur ce marché complémentaire. Et puis, je discuterai au final 2 idéotypes du travailler avec les personnes accompagnées en fait, qui sont au cœur de la contribution qu'on a envoyée pour le congrès. Alors, c'est un projet qui a été financé durant 4 ans, intitulé « Le rôle de l'État dans la segmentation du marché du travail ». C'est une étude qui a été menée dans 3 cantons en Suisse, à Bâle, donc c'est un canton germanophone, au Tessin, c'est un canton italophone, et dans le canton de Vaud, qui est un canton francophone. Donc, c'est une recherche qui a été menée dans 3 langues, grâce à mes collègues qui ont des compétences linguistiques beaucoup plus développées que les miennes. Hein. Je les remercie d'ailleurs publiquement ici. Et puis, c'est une recherche dans laquelle on avait vraiment 3 volets. Le premier volet, en fait, c'était de faire une revue de la littérature des bases légales, en fait, pour comprendre, en fait, dans quelles conditions les personnes sur ce marché travaillent. Donc, est-ce qu'elles sont payées, pas payées? Quelles sont les protections sociales qui sont attribuées? Quelle est la durée du contrat? Donc, on a vraiment fait une revue de la littérature, des bases légales sur cette forme d'emploi. J'y reviendrai après. Ensuite, on voulait comprendre comment ce marché est structuré. Est-ce qu'il est gros? Est-ce qu'il est différent selon les cantons? Dans quel type d'activité, en fait, ce marché est développé? Et pour faire ça, en fait, on allait voir les responsables cantonaux, hein, qui sont chargés d'implémenter ce marché à l'échelle des cantons. Et on a fait une revue de statistiques. Et puis, le troisième axe de recherche, c'est d'aller questionner, d'aller analyser, en fait, les relations de travail sur ce marché. En particulier, et ce qui nous intéresse aujourd'hui, entre les travailleurs et travailleuses qui sont actifs sur ce marché, donc qui produisent des biens et des services, et puis les personnes qui les accompagnent, donc les coachs en insertion, les accompagnants, enfin on verra tout ça plus tard. Donc quand on a défini le marché complémentaire, on a tenu compte de 7 régimes administratifs différents. Donc ce sont les personnes qui sont à l'assurance chômage, donc qui font par exemple des mesures d'insertion pour développer leur employabilité ou pour vérifier leur disponibilité. Toutes les mesures aussi qui sont mises en place dans l'assurance invalidité pour essayer d'évaluer l'aptitude, les compétences. C'est aussi toutes ces mesures qui sont mises en place dans l'assistance publique, dans l'aide sociale en Suisse. Ce sont aussi toutes les mesures qui sont destinées aux personnes qui sont en situation de handicap, rentiers et rentières de l'assurance invalidité, qui travaillent par exemple dans les ateliers protégés. Ce sont aussi les hommes qui refusent de servir à l'armée et qui font du service civil. Et c'est enfin le travail d'intérêt général, hein, on l'a dit avant. Donc c'est le travail en échange d'une peine, d'une condamnation. On a un site internet qui reprend en fait les différents travaux qu'on a faits. Si vous voulez aller voir, il y a toute une série de choses qui ont été déjà publiées sur les axes 1 et les axes 2 de ce travail-là. Alors, quelques mots sur la définition du marché complémentaire. Donc, traditionnellement en Suisse, en fait, le marché complémentaire, c'est une notion qui a émergé dans les années 90 en lien avec la mise au travail des personnes qui sont à l'aide sociale et au chômage, en fait, définie en fait comme un marché du travail avec des objectifs politiques, en fait. C'est une définition qui nous convenait pas tout à fait dans la mesure où
toutes les formes d'emploi du marché complémentaire ne visent pas la réinsertion professionnelle. Par exemple, les hommes qui font du service civil, en fait, font pas du service civil pour retrouver un emploi sur le marché du travail. Et par ailleurs, il y a toute une série de mesures qui sont mises en place sur le marché classique ou primaire, en fait. Par exemple, dans les bibliothèques des universités, dans l'administration publique, vous pouvez avoir des chômeurs qui font des mesures d'insertion, par exemple. Donc, pour redéfinir ce marché complémentaire, donc pour garder la notion qui a été développée ensuite dans les années 90, on s'est posé la question de qu'est-ce qui s'échange et entre quels acteurs. Donc, ce qui s'échange, ce n'est pas une force de travail contre un salaire, et dans ce sens-là, ce n'est pas un marché du travail. Ce qui s'échange, en fait, ce sont des places de travail contre des personnes à statut spécifique administratif, des chômeurs, des gens à l'assistance publique, des gens à l'aide sociale, etc. Donc, c'est un marché de services, en fait. Hein, l'État a besoin de places de travail pour ces personnes à statut administratif spécifique et il demande à des institutions, à des associations, voire à des entreprises privées, en fait, de fournir des places de travail, parfois contre de l'argent, parfois gratuitement, pour occuper, pour qualifier, pour donner de la compétence en fait à une série de personnes. Ce qui est important dans notre définition, c'est que de manière transversale à toutes ces formes d'emploi, l'État détermine toujours qui peut offrir, donc quelles institutions peuvent offrir des places de travail et à quelles conditions. Et l'État détermine aussi qui peut occuper, donc quel type de travailleur, quel type de personne à statut administratif spécifique peut aller travailler dans ces places de travail. Donc, je vous montre un schéma de notre définition. En fait, donc au premier étage, vous avez vraiment l'échange de services entre l'État et ce qu'on a appelé les prestataires de services, donc associations, fondations, entreprises privées qui fournissent des places de travail en échange de la main-d'œuvre et parfois en échange de main-d'œuvre et d'argent, parce que les places ont un coût. Et puis, en fait, l'échange entre places de travail et personnes à statut administratif spécifique rend ces personnes en fait des travailleurs et travailleuses, donc ça les transforme en main-d'œuvre. Donc, ce qui est important à garder à l'esprit pour cette présentation ici, c'est la relation triangulaire en fait entre État, prestataire de services et travailleurs, travailleuses à statut administratif spécifique. Les travailleurs et travailleuses, ou la main-d'œuvre dans notre définition, en fait, sont donc liés par un double rapport de subordination, à la fois aux prestataires de services qui les mettent au travail, donc qui définissent les tâches, qui définissent le cadre horaire, etc., mais aussi avec l'État, par exemple, puisqu'ils doivent continuer les chômeurs à faire des offres d'emploi, à mettre tout en œuvre pour retrouver une place le plus rapidement possible sur le marché du travail. Alors, bien évidemment, les 7 régimes ou les 7 statuts administratifs n'ont pas du tout les mêmes conditions de mise au travail. En fait, chaque régime a, et y compris au sein de chaque régime, selon les formes d'emploi, c'est assez compliqué, mais des conditions spécifiques. Mais je vous donne juste ici un aperçu des différents statuts. En fait, tous les statuts n'ont pas de liberté contractuelle pour accepter ou pas l'échange. En fait, les chômeurs, par exemple, sont assignés à des mesures d'emploi temporaire ou à des programmes d'occupation, donc ils n'ont pas de liberté contractuelle. Il n'y a pas de rémunération pour l'activité. D'autres, les rentières AI, par exemple, ont la liberté d'aller travailler dans un atelier protégé, donc ils peuvent décider si oui ou non ils mettent leur personne, leur force de travail au service de l'atelier. Ils sont payés, en Suisse, on a fait une enquête aussi, entre 20 centimes et 2 francs 50, 5 francs parfois au maximum à l'heure pour leur activité, et ils ont un salaire. Donc vous voyez bien en fait que la mise au travail dépend fortement du statut administratif, donc chômeurs, personnes à l'aide sociale, personnes à l'assurance invalidité n'ont pas le même régime de mise au travail, ça dépend fortement du statut. Donc on a essayé c'était un gros défi en fait, on a essayé de quantifier le nombre de personnes dans ces différents régimes administratifs qui fournissent en fait du travail en Suisse. Donc, c'est une statistique qui n'est pas vraiment existante, donc on a dû aller la chercher, la créer. Donc, vous avez ici au niveau de la Suisse donc, l'estimation qu'on fait en fait du nombre de personnes pour 2017 qui ont été actives et actifs sur ce marché complémentaire. Donc, on arrive à plus ou moins 130 000 travailleurs et travailleuses. Et vous voyez la répartition en fait des travailleurs et travailleuses selon les régimes. Donc, à l'échelle suisse, en fait, le plus grand nombre de personnes qui sont actives, ce sont les personnes à l'assurance chômage, suivi des personnes à l'aide sociale, suivi des ateliers, des personnes qui sont en fait en situation de handicap entière en atelier protégé, service civil donc pour les hommes qui refusent de servir à l'armée, les mesures individuelles de l'assurance invalidité, les personnes qui sont requérantes d'asile en permis N ou permis F qui sont mises au travail aussi à travers différents dispositifs, et enfin en tout dernier en fait les personnes qui font du travail d'intérêt général.
Donc, je vous l'ai dit en introduction, notre enjeu, en fait, c'était de réfléchir dans ce troisième axe de recherche aux relations de travail, en fait, sur ce marché complémentaire et particulièrement pour cette communication aux différentes figures d'accompagnants, puisque, mis à part les civilistes, en fait, toutes les personnes qui sont actives sur ce marché complémentaire sont accompagnées dans leur activité au quotidien, en fait. Alors, bien évidemment, il y a différents publics avec différentes missions. Les durées des missions sont différentes, parfois 3 mois, parfois 6 mois, parfois à durée indéterminée. Les profils des professionnels sont fortement différenciés avec des pratiques et puis des logiques selon les mandats, selon les publics, selon la durée de la relation de travail très différents. Donc, ce que je vous propose ici, c'est d'aller voir en fait les pratiques des professionnels à partir de 30 entretiens semi-directifs en fait qu'on a fait avec ces professionnels dans une observation de 9 études de cas avec 2 objectifs. En fait, c'est penser ces différentes figures professionnelles et puis c'est montrer en fait ou questionner les différents sens du travail avec les personnes accompagnées. Donc voilà en fait le résultat de notre analyse en fait des études de cas. Je vous explique très rapidement ce schéma. Donc, l'enjeu pour nous, en fait, c'était de pouvoir penser en analysant les différentes figures des accompagnants pour réfléchir, en fait, aux particularités, aux différenciations, en fait, de leur pratique de travail. Et ça a été compliqué à mettre en place, mais on a fini par y arriver. Donc, je vous explique rapidement, pour toutes les figures professionnelles, en fait, tous les accompagnants, en fait, qu'on a rencontrés, systématiquement, indépendamment des mesures dans lesquelles ils travaillent, des profils des publics avec lesquels ils travaillent, disent mettre le travailleur, la travailleuse ou la personne accompagnée au centre. C'est pour ça qu'au centre du schéma, vous avez un petit bonhomme avec un T. Le T signifie travailleur et travailleuse du marché complémentaire. Vous avez ensuite, on a identifié dans notre enquête 5 figures différentes de l'accompagnement qui sont en fait représentées dans le schéma avec des bulles blanches, avec les noms qu'on leur a donnés. Donc là aussi, la terminologie est foisonnante. Les intitulés professionnels, le nombre de postes, enfin voilà. En plus, c'est compliqué parce que ce qui se dit en français ne se dit pas forcément, il n'y a pas d'équivalent forcément en allemand ni en italien. Donc on a opté en fait pour un nom qu'on a attribué nous-mêmes dans les bulles blanches. Donc vous avez coach en insertion tout à droite, accompagnant au travail au centre, accompagnant socio-professionnel, responsable production et personnel et encadrant. Donc ces bulles blanches, c'est nous qui avons attribué les noms. Et dessous la bulle blanche, vous avez les noms, les intitulés en fait tels qu'on les a retrouvés dans notre terrain d'enquête. Donc dans la langue des personnes, donc soit en italien, soit en allemand, soit en français. Alors ce tableau en fait, ce qui est important, c'est le positionnement en fait des différentes bulles blanches sur le tableau, puisque en fait on a essayé de qualifier l'activité à partir d'une première 2 dimensions, hein, le jaune, le bleu ou le foncé et le clair. Donc vous avez en fait ce qui est en bleu, c'est l'espace ce qu'on a appelé le bureau, et ce qui est en jaune, c'est l'espace de la production. Donc selon une division assez classique en sociologie, somme toute, hein, quels sont les espaces de production et qui accompagne les espaces de production, et dans quels espaces on conçoit le travail ou on fait un travail davantage intellectuel. Donc le bleu et le jaune signifient en fait les espaces de réalisation du travail. Il y a des accompagnants qui sont sur les lieux de travail, qui travaillent au quotidien avec les personnes, et il y a des accompagnants qui ont des propres bureaux où les travailleurs rejoignent le bureau et mettent en place des projets individuels, par exemple. Et puis ensuite, vous avez du foncé et du clair. Donc sur la ligne horizontale, vous avez du foncé. Donc c'est cette fois-ci, la distinction en fait marque le type de travail réalisé avec les personnes accompagnées. Donc en foncé, vous avez lorsque le travail est réalisé en contact direct. Le front office, si l'on veut, ou le travail en relation directe. Donc à partir du moment où c'est foncé, en fait, il y a une interaction quotidienne entre les accompagnants et les travailleurs et travailleuses du marché complémentaire. Donc l'interaction directe dans l'espace du bureau, c'est par exemple la mise en place d'un projet professionnel. Donc là, les gens se rencontrent dans les bureaux, discutent des antécédents, discutent du projet, mais ils sont en contact direct. Pareil dans l'espace du jaune foncé, en fait, il y a toute une série d'encadrants qui travaillent sur les chaînes de montage, qui travaillent dans les ateliers, qui travaillent dans les forêts, qui travaillent dans les espaces de production, peu importe, mais en contact direct, au quotidien, en contact direct avec les personnes accompagnées. Puis vous avez sur la ligne horizontale du clair,
qui signifie cette fois les activités qui sont réalisées sans contact direct avec les personnes accompagnées. Typiquement, les coachs font toute une série de rapports qui sont réalisés en fait en dehors de la présence des personnes accompagnées, notamment quand ils rendent des comptes au service de l'État, hein, vous avez le petit symbole de l'État, sur l'avancée du projet professionnel, sur les bilans en fait, par exemple, d'expériences qui ont été faites. Et c'est pareil dans l'espace de la production, en fait, il y a toute une série d'activités qui sont faites sans contact direct avec les travailleurs et travailleuses du marché complémentaire, faire des commandes, trouver des clients, organiser les plannings, en fait, ces activités d'organisation de la production, de gestion de la production, en fait, sont faites sans contact direct avec les travailleurs et travailleuses. Donc, ce qui est important à retenir dans ce schéma, en fait, c'est que vous avez les figures, donc les lignes noires permettent de qualifier en fait l'activité de ces 5 figures professionnelles. Donc, si je prends les coachs en insertion, par exemple, ils sont situés en fait en haut à droite du tableau. Ils font une petite partie du travail au contact direct des travailleurs et travailleuses, notamment pour mettre en place le projet professionnel. Mais toute une partie de leur activité, en fait, ce sont des relations avec les instances étatiques, les bilans, les tripartites, les contacts, etc. Au centre, vous avez les accompagnants au travail qui font que du foncier, en fait, donc ils sont en contact direct systématiquement avec les travailleurs et travailleuses, soit pour mettre en place le projet individuel, soit pour travailler dans les espaces de production. Le triangle d'à côté, donc les accompagnants professionnels, ils font une petite partie de bleu foncé, donc ils font une petite partie de mise en place de projets avec les personnes, avec les travailleurs et travailleuses du marché complémentaire. Ils font une grande partie d'organisation de la production, donc leur enjeu c'est de sortir la production, donc de trouver des clients, de faire en sorte que l'entreprise tourne en fait. Et ils sont parfois aussi, avec du jaune foncé, au contact des travailleurs et travailleuses. Donc le positionnement en fait sur le schéma rend compte de l'activité, du type d'activité en fait réalisée par les accompagnants. Donc ces 5 figures professionnelles ont été retrouvées en fait sur le marché complémentaire. C'est pas exhaustif puisqu'on a fait des études de cas dans 9 institutions, mais potentiellement en tout cas ça recoupe une grande partie des figures qui existent aujourd'hui sur le marché complémentaire en Suisse. Donc je vais discuter maintenant de 2 idéotypes du travailler avec. Donc, le travailler avec, tout d'abord, qu'on a intitulé au sens propre, donc travailler avec les personnes dans le sens de être avec les personnes dans les espaces de production pour sortir la production, hein, que ce soit des espaces industriels ou des espaces de travail manuel ou même, on va dire, dans l'administration, hein. Dans ce sens-là, en fait, les personnes sont au quotidien avec les personnes accompagnées et elles font la même activité, elles accompagnent la même activité que les personnes accompagnées. Et puis, il y a un deuxième sens, en fait, qui est celui-là figuré du travailler avec, qui est très connu dans le domaine du travail social et très largement discuté ces dernières années, en fait, c'est dans le sens d'accompagner à la mise en œuvre d'un projet individuel hein, ou individualisé d'un projet personnel, ça dépend des terminologies, hein, ce que Léa Lima a appelé les experts du travail sur autrui. Donc, c'est vraiment au sens figuré, donc on n'est pas sur les lieux de production, mais on est dans la réflexion, dans un espace de bureau, en fait, pour mettre en place un projet personnel qui viserait à remettre sur le marché du travail, selon les principes de l'activation, hein, les personnes que l'on accompagne. Bien évidemment, ces 2 sens dépendent du mandat des institutions, des publics accompagnés, hein, est-ce qu'il y a ou non volonté de réinsertion, mais aussi, en fait, des profils des professionnels. Comment sont-ils formés? D'où sont-ils issus? Quel est leur parcours? Et en fait, ces 2 idéotypes du travailler avec, en fait, donnent lieu à des relations fortement différenciées, en fait, aux personnes accompagnées, ce qu'on a constaté sur notre terrain d'enquête. Donc, je commente aujourd'hui rapidement 2 institutions hein, pour illustrer un petit peu ces 2 figures du travailler avec. La première institution, c'est l'atelier de travail d'intérêt général. Donc qui reçoit en fait au quotidien des personnes qui ont été condamnées hein, pour faire des travaux essentiellement manuels, de menuiserie, de foresterie, bref, des travaux de charpente en fait. Dans cet atelier, il y a 15 places avec 4 encadrants en fait qui accompagnent au quotidien donc les travailleurs. Si je reprends mon schéma, en fait, les encadrants de la tige sont tout en bas en jaune, en fait. Donc, ils travaillent au quotidien avec les personnes accompagnées sans avoir de mission de réinsertion. Donc, ils n'ont pas à mettre en œuvre de projets personnels.
Et puis la deuxième institution, c'est une institution qui vise cette fois-ci la réinsertion professionnelle de publics différents, donc de chômeurs, chômeuses, de personnes à l'aide sociale et de personnes à l'assurance invalidité. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir remettre au plus vite les personnes sur le marché de l'emploi. L'accompagnement dure en moyenne 6 mois. Et là, en fait, on a des figures qui sont ce qu'on appelle en allemand des Praxisanleiter, et donc qui accompagnent avec ces personnes au quotidien dans leur activité, mais aussi avec l'objectif de mettre en place un projet de réinsertion professionnelle. On a dans le premier cas de figure de l'atelier Tige une seule figure, donc ce qu'on appelle les encadrants. Et dans le deuxième cas, on a 3 figures professionnelles, en fait, les Praxisanleiter, les Arbeitsagogen et puis les coachs. Donc, je commence. Donc, les encadrants de l'atelier Tige, en fait, sont représentatifs de la figure du travailler avec au sens propre. Donc, ils font les mêmes activités, en fait, que les personnes accompagnées. Donc, dans l'atelier Tige, nous avons que des hommes qui sont essentiellement entre 40 et 50 ans, détenteurs de certificat fédéral de capacité dans des domaines manuels. Donc, ils sont charpentiers, bûcherons, menuisiers. Ils ont pour la plupart exercé en des activités durant de nombreuses années avant. Donc, ils ont une grande pratique professionnelle. Et il faut savoir que le Tige, en gros, n'a pas de mandat d'insertion professionnelle. Donc, ce qui est important pour moi ici, c'est un extrait d'entretien de la responsable des peines en milieu ouvert qui dit, donc le Tige, donc cet atelier Tige, donc il réunit des personnes qui sont au maximum 15 qui ont été condamnées. Elle dit, c'est vraiment du travail manuel en forêt, en menuiserie, tout ça, avec des outils qui vont avec, mais c'est clair que c'est aussi un accompagnement, un encadrement qui est différent d'ailleurs parce qu'il s'agit de personnes qui ne sont pas là pour passer à quelque chose de constructif, dit-elle. C'est moins agréable de faire du Tige que de faire un programme qui est censé vous amener à une autre perspective. Donc elle a, dans son discours sur l'atelier Tige, une hiérarchisation en fait de la mesure qui dit c'est moins constructif, c'est moins bien vu, c'est moins agréable de faire du Tige que de faire une mesure d'insertion professionnelle. Le discours de la responsable est totalement contrecarré, on va dire, par le discours des encadrants en fait qui construisent pour leur part, les 4 encadrants interviewés, complètement la légitimité de leur pratique en opposition en fait avec l'encadrement socio-professionnel. Ils disent en fait, nous on est très contents de ne pas faire d'insertion professionnelle, on n'est pas là pour discipliner, on n'est pas là pour normaliser, on n'est pas là pour s'insérer dans la vie des individus, et le plus important dans leur discours, c'est de dire on ne les juge pas. Donc je vous ai mis une citation là, je suis là ni pour faire leur bien ni pour faire leur mal. Les choses qu'on fait sont généralement assez utiles pour l'ensemble des gens, par exemple un sentier handicap, par exemple un abri pour les parents dans les places de jeu. Enfin, il y a un consensus sur le fait que ce qui est proposé comme activité est utile pour l'ensemble des gens et de la société. Donc, il y a un consensus assez large pour admettre que c'est une bonne idée. Et puis, dit-il, le fait qu'ils s'emmerdent moins, donc les personnes accompagnées, que dans certaines structures très spécialisées où on se penche sur leur sort individuellement. Les gens aiment bien garder leur compte à soi, ils n'aiment pas être jugés tout le temps. Ils ont déjà été jugés une fois, donc. Donc, les accompagnants, en fait, construisent leur accompagnement dans le Tige, en fait, non pas sur un temps long, en fait, mais comme une expérience qui pourrait être chaleureuse dans l'ici et le maintenant. Souvent, ce sont des jours de travail parfois isolés, parfois à plusieurs mois d'intervalle. Et donc, avec des petits bénéfices secondaires, par exemple, manger chaud, par exemple, côtoyer des gens, par exemple, pouvoir rentrer chez soi le soir. C'est l'antipode qu'on retrouve comme type de discours chez les accompagnants de la structure d'insertion, en fait, où je vous le rappelle, qui accompagnent des personnes à l'assurance chômage, des personnes à l'assurance invalidité et des personnes à l'aide sociale. Donc là où il y a un mandat d'insertion très fort et avec une pression, en fait, on va dire, sur la professionnalisation de l'insertion. C'était un terrain intéressant parce qu'il y avait une modification, en fait, de l'organisation du travail, avec un responsable en fait qui doit moderniser, dit-il, cette structure et essayer de la remettre sur des rails. Donc il dit aujourd'hui l'Arbeitsagoge établit un programme pour le client en fonction de ses certificats, de ses connaissances, ses antécédents. Donc c'est un programme individualisé, fait sur mesure en fait pour les bénéficiaires. Ce programme est élaboré avec lui. On définit ce qu'on va faire ensemble pendant 3 ou 6 mois, donc la durée de l'accompagnement. Quel est l'objectif, quelles sont ses ressources, et puis un projet sur mesure est établi. Ensuite, l'accompagnant, celui qui est dans l'atelier, donc celui qui fait la production, reçoit le programme et une série de professionnels observe l'encadrement qui est fait par l'encadrant. Dans ce nouveau modèle, en fait, les accompagnants au travail, qui, si vous vous rappelez, je vous remets juste mon schéma pour vous le remontrer. Donc, ils sont au centre du schéma. Donc, avec le projet individuel,
en bleu foncé et avec une partie d'accompagnement directement dans la production. Donc, ils sont en fait entre deux autres figures, entre les coachs en insertion qui sont tout en haut à droite et les encadrants qui sont tout en haut, tout en bas à gauche. Pardon pour les passages des dias rapides. Donc, dans cette nouvelle organisation, en fait, ils servent d'intermédiaires entre les coachs qui mettent en place les projets et qui font le lien avec les instances étatiques et avec les encadrants qui sont au quotidien avec eux sur la pratique professionnelle. Et on voit bien la division du travail là, en fait. Donc, on donne aux encadrants uniquement le minimum d'informations, donc ce qu'elle doit faire, ne doit pas faire, ce qu'elle doit porter ou pas porter, en fait, et prendre tel ou tel médicament. Hein. Seul l'accompagnant au travail et le coach sont au courant de tout le contexte, de tous les antécédents, donc pour mettre en place le projet sur mesure. Donc ce modèle, en fait, rend compte en fait, de l'accompagnement sur mesure tel que défini par Paul, hein, en fait, avec une centration sur la personne, l'histoire de vie, la particularité, avec des objectifs établis sur mesure, dans un but d'autonomisation plus rapide des individus, donc une remise au travail plus rapide. Mais bien évidemment, ça a des impacts directs sur les bénéficiaires, puisque ça augmente le nombre d'interlocuteurs et d'interlocutrices, et ça augmente en fait le poids de l'institution en fait, dans la vie des accompagnés. Donc, en conclusion, ce que je voulais dire, c'est qu'on voit une division du travail à un double niveau, donc entre les 5 figures de l'accompagnement sur le marché complémentaire, ça c'est une première chose, selon les profils, les missions des institutions, mais aussi au sein d'une même institution, puisque parfois, dans une institution, peuvent coexister 4 figures différentes d'accompagnants. Donc, ce n'est pas seulement une division du travail, on va dire, qui est structurelle ou macro-sociale, c'est une division du travail qui se retrouve aussi au sein des institutions avec les mêmes logiques, en fait. Qui est au courant de quoi et qui pratique quelle activité. Aujourd'hui, bien évidemment, en lien avec les politiques d'activation, on l'a vu beaucoup hier, en fait, il y a une légitimation très forte du faire avec au sens figuré, avec des effets très contrastés, en fait, sur les professionnels en termes de légitimation. Hein, il y a des vrais jeux de concurrence hein, pour asseoir sa légitimité professionnelle. Non seulement parce que les gens qui font au travail avec sont davantage qualifiés, donc bénéficiaires de capitaux sociaux en termes de formation et en termes de ressources que les personnes qui ont uniquement un CFC, et sur les publics. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Morgane. Est-ce qu'il y aurait déjà à ce stade quelques questions rapides d'éclaircissement ou de demande de précision ? Je crois que vous avez bien exposé ce qu'est le marché complémentaire, ce qui n'est pas facile voilà, pour nous à s'approprier, mais est-ce qu'il subsiste des questions d'éclaircissement ? Rapidement. Alors, Nathalie est là aussi, c'est l'avantage du online, donc elle peut répondre aussi. Oui, Léa. Oui, j'avais juste une question d'éclaircissement parce que j'ai eu un doute au début de ta présentation. Parce que j'avais compris que ce marché complémentaire concernait bien des places de travail où des gens sont mis au travail, bon voilà, et qui vont fournir une production. Et en même temps, au début de ta présentation, sur un slide, tu as parlé des mesures. Des ateliers liés à la recherche d'emploi ou des choses qui se rapprocheraient plus pour nous de la formation. Donc, je voulais avoir voilà, ton éclaircissement par rapport à ça. Peut-être que il y a eu une petite confusion due aussi voilà, à la projection dans un système qui est très différent du nôtre. Non, mais tu as raison, c'est bien que tu poses la question. Donc en Suisse, en fait, quand les personnes sont assignées à des programmes d'occupation ou à des programmes d'emploi temporaire, en fait, légalement, ils ont droit à une demi-journée de recherche d'emploi. Donc, coexistent dans ces structures, en fait, des accompagnants qui accompagnent la production et, en fait, ce que tu appelles, toi, des conseillers ou conseillères en recherche d'emploi, en fait, qui font, en fait, ce type de travail-là. Toutes les structures n'ont pas des conseillers en insertion dans leur structure. Donc, parfois, les personnes ont une demi-journée off de la structure pour faire leur recherche d'emploi de leur côté. Parfois, notamment les grosses structures, en fait, ils ont plusieurs figures professionnelles. Et donc, ils ont des encadrants à la production et ils ont en fait aussi des conseillers en insertion qui prennent des personnes au chômage, par exemple, pour la demi-journée d'atelier, en fait. D'où la coexistence, c'est ce que je disais avant, à la fois de ces figures selon le type de mesure et selon le type de public, mais parfois au sein d'une même institution, en fait, on peut avoir des encadrants, des MSP, des accompagnants et des coachs, en fait, qui se divisent le travail selon des temps et des espaces différents, en fait, pour les travailleurs et travailleuses des marchés complémentaires.
Mais très souvent, en fait, ce que je n'ai pas dit, c'est que la littérature, en fait, elle analyse les deux figures que j'ai présentées, encadrant et accompagnant au travail, en fait, de manière différenciée. C'est-à-dire qu'en gros, on a une littérature qui s'intéresse plutôt à l'accompagnement technique de recherche d'emploi, hein, qui est très fournie ces dernières années, hein, y compris tes travaux, mais d'autres, hein, toute une série de gens ont travaillé là-dessus. Et une autre littérature en Suisse s'intéresse plutôt à ce qu'on appelle les maîtres socioprofessionnels, donc ils sont vraiment sur les lieux de production, puis qui doivent gérer un double impératif, c'est-à-dire faire travailler des gens qui ont été reconnus soit inaptes au travail par des médecins en lien avec un diagnostic médical, soit avec des difficultés complémentaires. Hein. Donc, les accompagner et puis en même temps sortir la production, donc faire vivre économiquement les institutions qui les emploient. Et donc, c'est deux littératures qui sont très peu discutées de manière ensemble, en fait, aujourd'hui. D'où l'intérêt de notre recherche, c'est de dire on pense le marché comme un ensemble, un champ, en fait, structuré de positions différenciées. Et ce qu'on a trouvé, c'est que ces positions différenciées, elles sont non seulement, alors elles permettent de dire, ben voilà, dans le domaine du chômage, on retrouve plutôt telle ou telle figure professionnelle, ou dans le domaine de l'AI, de l'assistance invalidité, plutôt telle ou telle figure. Mais surtout, ce qui était intéressant pour nous, c'est qu'au sein de structures, en fait, on peut retrouver toutes les figures, en fait, qui se divisent le travail d'accompagnement aujourd'hui. Je ne sais pas si je suis claire ou ça va. Ouais. Super clair. Okay. Merci. Bien, merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je ne vois pas de main se lever. Je vous propose de passer la parole à Thomas Young. Bonjour à tous. Alors si je tousse de temps en temps, excusez-moi. Voilà. Est-ce que je peux démarrer maintenant? Oui. Ah bah, très bien. Donc voilà, bonjour à toutes et tous. Donc déjà merci pour l'organisation de ce colloque et puis également voilà, m'avoir permis de pouvoir y participer. Donc moi ce que je vais vous présenter aujourd'hui, donc ce sont mes travaux de thèse. Et donc actuellement, donc, sur la base de 45 entretiens que j'ai menés auprès de 39 professionnels du Cap Emploi, donc 26 chargés de maintien, 8 cadres, 5 assistantes, ainsi que 6 acteurs institutionnels, dont par exemple des financeurs du Cap Emploi, en sachant que donc cette base d'entretien est encore en cours de construction. Il y a d'autres entretiens qui sont prévus actuellement. Donc sur cette base, et également sur la base d'une enquête ethnographique qui est liée directement à ma pratique professionnelle, donc, je vais vous présenter l'activité des chargés de maintien du Cap Emploi au regard de 3 grands concepts, c'est-à-dire l'arc de travail de Strauss, l'identité professionnelle chez Dubar, et enfin donc, le stigmate chez Goffman. Donc, étudier l'arc de travail des chargés de maintien, c'est-à-dire l'ensemble des tâches qui sont amenées à réaliser dans le cadre de leur mission, ça nous permet de déterminer ce qu'on va appeler le noyau central de leur activité, c'est-à-dire les tâches qu'ils considèrent comme les plus caractéristiques. Donc, ces tâches, ça va être l'étude de poste. L'étude de poste, c'est se rendre dans des entreprises et chercher donc des solutions d'aménagement pour des travailleurs handicapés. Ça peut être des solutions techniques, organisationnelles par exemple. Et la deuxième étape du noyau central, ça va être surtout la mobilisation de subventions. Donc avec l'étude de poste, on se situe ici donc clairement dans ce qu'on appelle la démarche d'aménagement raisonnable, c'est-à-dire que l'entreprise elle a l'obligation de mettre en œuvre donc les mesures appropriées pour aménager le poste du salarié en situation de handicap, mais l'aménagement, il ne doit pas non plus constituer une charge qui soit disproportionnée pour l'entreprise. Et donc la recherche de subventions, elle permet justement de limiter cette charge éventuellement disproportionnée. Mais dans le cadre donc, de la recherche de subventions, ici on se situe dans le cadre donc, de l'obligation légale d'emploi, qui consiste, pour aller super vite, à sanctionner les entreprises publiques et privées qui ont plus de 20 salariés et qui ne présenteraient pas un minimum de 6% de travailleurs handicapés dans leurs effectifs. Et donc lorsque ce taux n'est pas atteint, les entreprises elles doivent verser une contribution financière à la GFIP ou au FIP, et donc ces fonds sont ensuite redistribués, notamment pour financer les aménagements de postes et pour financer aussi, par exemple, le Cap Emploi. Donc cet arc de travail sur lequel je suis allé très très vite, et donc dans le noyau central et l'étude de poste et la mobilisation d'aide financière, donc cet arc de travail il est partagé avec d'autres acteurs du droit commun, dont j'ai porté la focale ici sur les services de prévention et de santé au travail, parce que donc ils doivent eux aussi s'investir dans le maintien en emploi.
Et ça se traduit finalement selon les territoires par des partenariats qui vont être très différents avec les Cap Emploi. Donc, on peut avoir de la collaboration, c'est-à-dire un partage de compétences, des études de poste qui vont être menées conjointement. Les SPST peuvent également avoir un rapport beaucoup plus utilitaire au Cap Emploi, c'est-à-dire qu'ils vont ne le mobiliser finalement que pour débloquer des aides financières, ou ça peut aussi se traduire clairement par de la concurrence, c'est-à-dire que certains services de prévention et de santé au travail s'équipent finalement de personnel compétent sur la question du handicap pour réaliser tout bonnement la mission des chargés de maintien. Donc, quoi qu'il en soit, au niveau du Cap Emploi, on voit que sur les territoires, ils sont quand même bien reconnus comme des acteurs incontournables du maintien en emploi. Et on peut considérer que l'arc de travail des chargés de maintien et le partenariat aussi qui est lié, ça demeure au final de l'intervention sociale. Donc, c'est-à-dire que ce ne sont pas des travailleurs sociaux classiques, c'est-à-dire assistantes sociales ou éducateurs spécialisés, mais néanmoins, ils participent à limiter, pour le dire vite, la production de chômeurs de longue durée et au final de futurs bénéficiaires de l'action sociale. Et donc en termes d'identité professionnelle, cela va prendre toute son importance. Donc ici, je vais davantage m'appuyer désormais sur les classifications de Claude Dubar. Donc tout d'abord, en termes d'identité pour autrui, donc c'est-à-dire les identités qu'on va imposer, qu'on attend d'un individu, on constate que d'un point de vue institutionnel, donc ces identités, elles ne sont pas suffisamment consistantes, cohérentes, pour que les chargés de maintien ils puissent se les approprier et au final leur donner du sens. Alors, tout d'abord, donc, en termes de profil, il faut savoir que les chargés de maintien sont pour la plupart des ergonomes, des psychologues du travail, voire parfois les deux. Et plus à la marge, on peut aussi avoir des profils de type RH. Donc, en somme, on peut dire qu'ils disposent tous d'un profil qu'on va appeler d'analyste du travail. Et donc pourtant, l'AGFIP, donc le principal financeur et animateur du réseau Cap Emploi, l'AGFIP n'attend pas des chargés de maintien finalement qu'ils réalisent des études ergonomiques. Donc ils font des études de poste, mais pas des études ergonomiques. L'AGFIP, elle considère que les chargés de maintien sont davantage finalement des prescripteurs d'aide. Donc ils peuvent mobiliser des prestataires qui sont financés par l'AGFIP afin de réaliser à leur place des études de poste qui vont être plus poussées et finalement s'appuyer sur les conclusions de ces experts pour monter un dossier de subvention. À l'inverse, donc il y a une autre institution qui s'appelle KEOPS, et donc c'est l'institution qui représente les Cap Emploi auprès des pouvoirs publics. KEOPS développe des formations, dont certaines sont certifiantes par ailleurs, afin que les chargés de maintien montent en compétences sur des handicaps spécifiques, afin finalement de pouvoir réaliser seul l'ensemble des études de poste et donc être plus autonome vis-à-vis de l'AGFIP. Et donc si l'AGFIP attend des chargés de maintien qu'ils soient, on va dire, des prescripteurs, KEOPS valorise plutôt le fait d'être des analystes du travail. Donc finalement, devant l'impossibilité d'intégrer des identités pour autrui qui sont contradictoires, donc c'est-à-dire finalement est-ce que je suis un prescripteur ou un analyste du travail, les chargés de maintien, ils vont s'appuyer davantage sur des identités pour soi, donc des identités qu'ils vont revendiquer pour eux-mêmes. Et donc ces identités, on constate qu'elles sont similaires à ce qu'on appelle l'éthique du care. Pour aller très vite, c'est une valorisation du prendre soin. Et donc, ces identités pour soi, on constate qu'elles s'incorporent surtout du fait donc, de l'éducation que les chargés de maintien ont pu recevoir de leurs parents ou des contacts précoces qu'ils ont pu avoir dans leur parcours de vie avec des personnes en situation de handicap, voire même pour certains, plus à la marge, ils sont eux-mêmes en situation de handicap. Donc, il y a finalement une identité pour soi des professionnels qui est largement construite hors travail, et qui est relié à ce qu'on va appeler leur socialisation primaire. Et donc, ces chargés de maintien, ils développent aussi une identité d'entreprise. C'est-à-dire que les chargés de maintien, ils se disent travailler en accord avec leurs valeurs au Cap Emploi, dans une forme de renforcement de leur socialisation primaire, avec l'espace de socialisation secondaire que va représenter leur travail. Et donc, en effet, les missions qu'ils réalisent pour le Cap Emploi, ça leur permet d'aider des personnes. Mais il y a surtout ici finalement
un rapport qui va être instrumental à l'institution, parce qu'en effet, donc, les professionnels, ce qu'ils valorisent, c'est de pouvoir travailler, donc non pas au service du Cap emploi, mais plutôt par l'intermédiaire du Cap emploi, pouvoir travailler pour les personnes en situation de handicap, pour nourrir le sens de leur socialisation primaire, finalement. Donc les chargés de maintien, ils présentent une identité professionnelle hybride entre l'identité d'entreprise et l'identité hors travail. Et donc c'est ici ma première hypothèse. Donc pour ouvrir un petit peu, je pense d'ailleurs que cette conclusion, cette hypothèse, elle serait probablement, fortement à mon avis, généralisable à l'ensemble des intervenants sociaux. Mais donc, désormais, on va passer à l'autre étape de ma présentation, c'est-à-dire plonger plus au cœur des accompagnements et voir au final comment ces accompagnements ils peuvent se traduire du point de vue des travailleurs en situation. Donc selon Goffman, que je cite ici, je vais vous faire un petit peu la lecture, donc la société établit des procédés servant à répartir en catégories les personnes et les contingents d'attributs qu'elle estime ordinaires et naturels chez les membres de chacune de ces catégories. Donc au final, la reconnaissance administrative du handicap, elle participe bien ici à distinguer donc, les individus en situation de handicap de la population dite normale. Et bien sûr, on met beaucoup de guillemets autour de normale. Et donc ce qu'on constate, c'est que la RQTH, donc la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, elle participe effectivement à créer de la stigmatisation en entreprise. Et donc ici, je vais m'arrêter sur deux de ces formes, sur deux exemples. Donc parmi ces formes, donc, la première consiste notamment pour l'employeur à repérer le handicap, on va dire comme une contrainte, dans la mesure où il s'accompagne de restrictions médicales, et donc qu'il appelle souvent à modifier l'organisation de la vie normale, entre guillemets, de l'entreprise. Et la seconde forme, donc là je ne suis pas dans quelque chose d'exhaustif, mais en tout cas la seconde forme, elle consiste aussi à renvoyer la cause d'une situation contraignante, finalement, à la responsabilité du salarié, par exemple un manque d'effort ou un manque de motivation, par exemple. Donc, si je suis convaincu que la RQTH et donc les accompagnements délivrés par le Cap emploi, ils participent effectivement à améliorer le quotidien professionnel de bon nombre de personnes en situation de handicap, il apparaît aussi que la RQTH, elle représente finalement moins un choix, même si elle emporte les atouts du choix, mais qu'elle est davantage une injonction. Alors, tout d'abord, rares sont les personnes qui refusent de réaliser leur demande de RQTH malgré la stigmatisation qu'elle risque de faire vivre en entreprise. Donc je nuance ici un petit peu, car c'est pas toujours le cas, mais avec ce qu'on a décrit précédemment, on sait que ça existe, cette stigmatisation en entreprise. Et donc il y a aussi des situations qui vont être plus à la marge, où finalement on a des individus qui dans un premier temps refusent de faire cette reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, mais qui finalement, bon gré mal gré, vont finir par l'accepter. Et donc en se centrant sur ces situations, on peut éclairer les enjeux identitaires que vivent les travailleurs handicapés au moment de se faire reconnaître comme tels. Donc les raisons, bien souvent, évoquées par ces derniers pour retarder ou pour ne pas faire cette reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, c'est quand même souvent les mêmes causes qui sont évoquées. Alors, souvent, ce qu'on peut entendre, c'est qu'ils ne se considèrent pas comme handicapés et ils estiment qu'il y a des personnes qui vont être dans des situations bien pires. Donc on peut dire, là, ici, en d'autres termes, qu'ils ne veulent pas être identifiés aux représentations, on va dire, de l'infirmité. Ils craignent aussi que leur employeur ou le collectif de travail, voire les deux, soient au courant, donc ils sont en situation de handicap, et ainsi craignent d'être mal vus, et en somme, ils craignent finalement d'être stigmatisés. Et comme on vient de le voir, il semble ici difficile de leur donner tort. Et ils craignent également, et une nouvelle fois à juste titre, que les aménagements donc, qui vont être mis en place par les chargés de maintien, ils craignent que ces aménagements, finalement, ils viennent rendre visibles leurs problématiques de santé. Et effectivement, les aménagements qui sont mis en place, ils peuvent parfois être perçus par le collectif de travail comme une sorte d'avantage, et ça peut générer des jalousies, des tensions.
Je vais très vite sur tout ça. Et donc, les stratégies, par contre, des professionnels du Cap Emploi pour convaincre finalement de la nécessité de faire une demande de RQTH, donc, sont des stratégies, pour le dire vite, qui visent surtout, on va dire, à gommer, si j'ose dire, les traits saillants de la stigmatisation que représente la RQTH, et ce donc de plusieurs façons. Donc, c'est-à-dire que les professionnels, ils indiquent toujours, vous n'êtes pas obligé de faire cette demande, mais vous savez, la RQTH, au final, c'est qu'un bout de papier, mais ça vous permettra d'améliorer votre quotidien professionnel. Ou alors, ils vont indiquer à la personne qu'elle n'est pas obligée d'informer l'employeur, ce qui est vrai dans l'absolu, mais au final, pour que le Cap Emploi puisse intervenir en entreprise, il faut bien que l'employeur donne son accord, d'autant plus qu'il va participer financièrement aux aménagements, donc il sera nécessairement informé, ainsi que le collectif de travail. Ils peuvent aussi indiquer que la RQTH, elle est établie pour une durée qui va être limitée, ce qui est faux d'ailleurs, parce qu'il existe des RQTH qui sont établis à titre définitif. Et donc surtout, il est signifié que sans RQTH, aucun accompagnement ne va être possible par le Cap Emploi. Et donc finalement, la situation contraignante qui est souvent, et là je mets vraiment l'accent là-dessus, ce sont des situations qui sont douloureuses physiquement et psychologiquement pour le salarié, et sans RQTH, on leur explique qu'il n'y aura pas d'accompagnement Cap Emploi, et donc leur situation de travail risque bien de ne pas être aménagée. Donc au final, rares sont ceux qui refusent finalement d'initier cette démarche, et on peut dire qu'ils sont largement poussés à le faire. Donc, et j'en finirai ici, au vu d'autres travaux qui ont été réalisés, donc je pense notamment à ceux de Serge Pogam sur la disqualification sociale, ou ceux de Nicolas Duvaux sur les bénéficiaires du RSA, l'accompagnement des publics implique finalement qu'ils soient repérés administrativement pour représenter une catégorie d'individus, une catégorie de besoins, et finalement pouvoir y répondre par des dispositifs de solidarité. Mais les acteurs, qui sont censés être autonomes dans leur projet, au centre de leur projet, on en a parlé tout à l'heure, ils doivent se montrer volontaires et acteurs de leur parcours, adhérer au dispositif, mais cette adhésion, elle peut être perçue comme un non-choix, mais qui demeure davantage une injonction morale finalement. C'est-à-dire que cette injonction morale à se faire reconnaître parmi une telle catégorie de population, au final, elle ne peut se faire finalement qu'aux dépens, on va dire, d'un déclassement identitaire pour les individus qui vont en bénéficier, malgré la présence qui est évidente d'une éthique du care par les professionnels qui vont accompagner cela. Et donc c'est ici ma seconde hypothèse sur laquelle je conclus. Donc c'est-à-dire que l'accompagnement se fait toujours aux dépens d'un déclassement identitaire pour les personnes qui en bénéficient. Et donc c'est d'autant plus vrai dans le cadre du handicap, parce que finalement les individus qui se voient ici accéder à du droit spécifique, qui va devenir prioritaire par rapport au droit commun, ils se voient effectivement marqués comme étant des autres. Voilà, j'en ai fini. Merci de votre attention. Merci Thomas. Donc, comme après la précédente contribution, est-ce qu'il y a d'ores et déjà des questions d'explicitation, des demandes de précision sur ce qui vient de vous être présenté? Je regarde dans le chat, mais... Peut-être vous pouvez juste, alors moi je connais mal les intervenants auprès des travailleurs handicapés, mais la structure KEOPS, j'ai pas bien compris s'il s'agissait d'un organisme de formation. Enfin, est-ce que vous pouvez juste peut-être préciser cela? Alors donc oui, c'est un point sur lequel je suis passé très vite, que j'ai un petit peu plus détaillé par contre dans l'écrit que j'ai fourni. Donc KEOPS, pour bien comprendre ce que c'est, il faut décrire un petit peu l'historique. C'est-à-dire que dans les années 2000, c'est l'AGFIP finalement qui s'est vu attribuer l'animation du réseau des Cap Emploi. Et donc les acteurs du Cap Emploi ont senti, on va dire, une forme de mainmise gestionnaire de l'AGFIP sur leur activité. Et donc les deux réseaux historiques
finalement, qui gérait donc auparavant les EPSR et les OIP, donc c'est des organismes de placement. Donc c'est UNIT et OE Prométhée. Donc ces deux réseaux, ils ont fusionné ensemble pour créer Keops et pouvoir finalement avoir une instance de représentation auprès des pouvoirs publics, clairement, hein, dans une forme de concurrence avec la GFIP. Donc Keops, c'est donc cette institution qui représente les Cap Emploi au niveau des pouvoirs publics, qui tente, donc là je suis vraiment plus ici dans quelque chose d'ethnographique, donc de ce que je constate au quotidien dans mon emploi. Ils cherchent davantage aussi, on va dire, à homogénéiser un petit peu les pratiques parce qu'il y a beaucoup de différences territoriales, hein, dans la gestion des Cap Emploi. Ils cherchent donc à homogénéiser l'ensemble, et ils cherchent aussi à faire en sorte que les chargés de maintien montent en tout cas en compétences et en expertise sur des typologies de handicap, et donc ils développent en parallèle de leur activité de la formation, dont des parcours certifiants à destination donc des professionnels du Cap Emploi. Je ne sais pas si c'est plus clair. Merci. Oui, c'est plus clair pour moi. D'accord. Bien, écoutez, je propose qu'on laisse la parole à présent à Pierre Carloni, qui va engager donc une discussion transversale de vos contributions. Pierre. Merci beaucoup pour vos présentations et pour me donner l'occasion de discuter leurs relations, à la fois sous l'angle de leurs liens, mais également et peut-être principalement sous l'angle du contraste que leur rapprochement génère, que ce soit au regard du contexte national, des milieux institutionnels ou des mondes professionnels dans lesquels elles se situent. Donc, peut-être en guise d'introduction, je suis reparti un peu d'un lieu commun sur les dynamiques institutionnelles de l'accompagnement quant à la reconnaissance politique ambiguë dont jouit cette pratique sociale, à la fois publicisée et puis plébiscitée, mise sur le devant de la scène par des réformes nombreuses, que ce soit, on l'a évoqué, de la protection sociale, des politiques du marché du travail, de l'emploi, de la formation, etc. Et en même temps, généralement niée, déniée ou ignorée en tant que pratique professionnelle, productrice de valeurs d'usage spécifiques. Donc, en partant de cette ambiguïté dont se chargent les dispositifs, mesures, services d'accompagnement, je vous propose d'organiser ma discussion autour de 3 points qui me semblent particulièrement bien faire entrer en dialogue vos contributions et en même temps alimenter les réflexions qu'on a sur ces 2 journées de colloque. Donc, d'abord, discuter le sens la lecture descendante des réformes qui affectent les réseaux institutionnels qui sont mandatés pour accompagner les publics, et appuyer cette discussion sur les stratégies d'influence, voire de contre-pouvoir que certains de ces réseaux peuvent être en mesure de déployer pour peser sur la décision publique, que ce soit dans le sens d'une défense ou d'une promotion de la profession. Ensuite, un deuxième point, discuter avec vous la manière dont les analyses du travail d'accompagnement que vous proposez, elles bousculent ou au moins elles pluralisent la notion de prescription dans le cadre du schéma d'analyse un peu classique, travail prescrit, travail réel. Et cette fois sur un registre plus subjectif du rapport politique que les professionnels entretiennent à leur activité, ouvrir une discussion sur l'éthique de leur positionnement, en insistant moins sur le sens moral que ces professionnels confèrent à leur pratique, que sur ce qui nous semble être un peu, dans vos papiers, les conditions sociales génératives de ces prises de position. Alors, je vais essayer d'être assez bref sur le premier point. Donc, c'est une interrogation sur le sens de la politisation de la question de l'accompagnement. Alors, le cas français et la question de la demande de précision de Coralie sur Keops a permis à Thomas de préciser justement ce point.
Donc, ce cas français qui nous est présenté, il permet d'illustrer, à mon sens, la manière dont la profession peut être conduite à se mobiliser pour peser sur les orientations des pouvoirs publics. Donc, comme le présentait Thomas, c'est la création d'une représentation politique nationale des Cap Emploi, donc KEOPS, et comme vous le disiez, qui s'inscrit en réaction à la mainmise gestionnaire telle qu'elle semble s'exercer depuis le début des années 2000 sur ce réseau. Donc, on voit dans la communication, parce que vous y insistez plus, que la stratégie développée au cours du temps par KEOPS est bien plus large que la seule activité de lobbying auprès des pouvoirs publics et dessine une sorte de contre-proposition quant à ce que devrait être le métier d'accompagnant à Cap Emploi. Alors, sur ce point, je me demandais si les chargés de maintien, finalement, adhèrent à cette contre-proposition. À la fois, l'adhésion au sens de reconnaître à KEOPS son rôle de représentant, porteur de la cause auprès des pouvoirs publics, mais également au sens de se reconnaître, peu ou prou, dans l'identité professionnelle que KEOPS valorise. Et de ce point de vue, ce que vous présentiez et puis ce que vous observez, les choses apparaissent assez ambivalentes. Et je voudrais aussi maintenant m'appuyer sur cet exemple pour me tourner vers le marché complémentaire suisse, dont la montée en régime est associée à l'introduction de politiques d'activation au milieu des années 90. Donc, moi, ce segment de marché m'a fait penser, alors peut-être à tort, au secteur de l'insertion en France, et en particulier à celui de l'insertion par l'activité économique. Et en France, l'insertion par l'activité économique obtient une reconnaissance légale à travers une loi en 1998 où finalement ce secteur prend une place dans le Code du travail. C'est plus l'analogie, enfin bon, peu importe. Et comme fréquemment à cette date, en 98, finalement, la loi, elle est principalement venue donner un cadre juridique à un ensemble de pratiques qui préexistaient de longue date. Et en ce sens, je me demandais si on n'assistait pas au même phénomène en Suisse. C'est-à-dire, est-ce que la promotion du paradigme européen de l'activation dans ce cadre national joue pas finalement comme une fenêtre d'opportunité pour des réseaux d'acteurs déjà en place de longue date? Et peut-être une seconde question subsidiaire, c'est si c'est le cas, est-ce que finalement cette séquence historique, elle ne nous permet pas de comprendre un peu mieux la manière dont se structure ce marché complémentaire? Finalement, est-ce qu'on est face à une certaine homogénéité sectorielle ou au contraire, cette séquence nous laisse apparaître un éclatement des institutions qui interviennent sur ce marché? Voilà. Et finalement, en fait, ce qu'il y a derrière cette question, c'est de savoir si on peut un peu spécifier ce que vous appelez ce champ du marché complémentaire. Est-ce qu'on est plutôt en présence d'un secteur qui connaît un mouvement de rationalisation, comme on serait dans le cas du réseau des Cap Emploi, ou plutôt dans le cas de la construction, finalement, d'instruments de gestion de la cohésion sociale par l'État et les cantons? Et derrière, en fait, ces deux options, à mon sens, n'ont pas les mêmes incidences au final sur les mondes professionnels que ça dessine. Alors, sur mon deuxième point, donc qui porte une interrogation sur les sources normatives qui orientent et qui cadrent le travail d'accompagnement des professionnels sur vos terrains. Alors, en comparant les deux cas de figure, le marché complémentaire suisse et le réseau des Cap Emploi, à l'aune des prescriptions qui sont adressées aux professionnels, et plus particulièrement des injonctions qui pèsent sur leur activité de travail, on est frappé par le contraste. D'un côté, on a le sentiment, avec le cas des Cap Emploi, d'un canevas de prescriptions dans lequel interviennent les chargés de maintien. L'activité se trouve à la fois définie par le commanditaire de l'action publique, la GFIP, mais également par un ensemble de figures puissantes, pour reprendre les termes de la communication, que sont l'entreprise, le médecin du travail qui décide de la nature et de l'étendue des tâches qu'il délègue,
voire d'une certaine manière le bénéficiaire lui-même qui dispose d'un pouvoir sur l'activité du chargé de maintien en ce que finalement il décide ou non de s'engager dans la reconnaissance RQTH. Et donc finalement d'entrer dans le dispositif ou de ne pas y recourir. De l'autre côté, sur les cas suisses, on a plutôt le sentiment d'une indétermination avec laquelle le travail des institutions du marché complémentaire semble leur être prescrit. Alors, vous disiez dans votre présentation que finalement, l'État détermine qui peut offrir et qui peut travailler, mais le travail en lui-même, à proprement parler de ce qui se passe en fait avec les bénéficiaires dans ces institutions, semble plus indéterminé. Dans le cas de l'atelier de travail d'intérêt général, par exemple, la prescription semble essentiellement porter sur le nombre d'heures que les condamnés ont à réaliser, sans référence à la nature de l'accompagnement par le travail qui est attendu, qui va alors être, comme vous le disiez, régi par des normes et des valeurs de professionnels ressortant du monde de l'artisanat. Concernant le cas du dispositif de réinsertion bâlois, il semble qu'il ait existé à un moment donné un modèle prescriptif de l'accompagnement, donc qui a été dicté par les instances étatiques, mais vous dites il a été jugé inefficace par les professionnels de terrain et donc il est remis en cause dans le cadre d'une refonte de la division du travail interne à la structure, pour que l'organisation colle mieux aux différents domaines de spécialité des professionnels. Et cette prise d'autonomie, elle ne semble pas souffrir d'une résistance de la part des autorités étatiques. Donc, on peut s'interroger sur les raisons de cet écart. Est-ce que c'est le fait de contextes nationaux différents, avec dans cet ordre d'idée un contexte français qui serait plus centralisé et qui se caractériserait par une séparation entre la conception et l'exécution de l'action publique, qui serait beaucoup plus marquée qu'en Suisse. Comment les dispositifs portés par les institutions du marché complémentaire suisse ils sont programmés en ce sens. Comment se passe un peu le pilotage des dispositifs qui sont confiés à ces structures? Est-ce que, par exemple, ce pilotage, il est quantifié par des indicateurs comme, je ne sais pas, le taux d'absentéisme des personnes condamnées dans l'atelier de travail d'intérêt général, ou plus classiquement, des taux de retour à l'emploi des bénéficiaires dans les structures de réinsertion? Ensuite, cet écart, est-ce qu'il ne vient pas également, peut-être, c'est une question, de l'inégale capacité des acteurs des terrains que vous enquêtez à revendiquer avec succès une expertise auprès de ces autorités? C'est-à-dire le cas de la réorganisation du travail au sein de la structure de réinsertion, est-ce que derrière, il résulte de tractations peut-être longues avec les autorités étatiques, ou cette évolution elle est permise par un ensemble de dissimulations de la part de cette structure. Enfin, voilà. À l'inverse, dans le cas des Cap Emploi, est-ce que la multitude de sources de prescription, elle résulte pas d'une difficulté à faire valoir un savoir-faire propre à distance des grands métiers, entre guillemets, qui les environnent, à la fois les experts handicap dépêchés par la GFIP, les médecins du travail, etc. Et enfin, on peut également se demander si ces écarts entre terrain suisse et terrain français, si cet écart n'est pas également le produit de la plus ou moins grande prise des dispositifs d'accompagnement sur les acteurs visés par l'accompagnement. Alors, sur les terrains suisses, les professionnels, ils travaillent avec des publics captifs au sens de l'obligation de participation qui est faite à ces publics, soit en raison de leur statut, le cas des condamnés, soit pour pouvoir jouir des droits adossés à leur statut. À l'inverse, on voit bien la difficulté des chargés de maintien de Cap Emploi,
quand ils ont à intervenir auprès des entreprises ou de salariés, dès lors qu'ils ne s'inscrivent pas pleinement dans le dispositif d'accompagnement. Et je me demandais si cette réticence à s'inscrire dans les dispositifs de Cap Emploi n'avait pas pour effet, d'une certaine manière, de rabattre les chargés de maintien sur des tâches administratives qui sont justement à distance de leur identité pour soi et qui les rapportent plutôt à l'identité pour autrui telle que la valorise la GFIP. C'est-à-dire finalement si les bénéficiaires de l'action publique n'ont pas tendance à renforcer l'identité qui est promue par la GFIP. Et alors, troisième et dernier point de discussion, une interrogation sur le lien entre positionnement institutionnel des enquêtés et le type d'éthique d'accompagnement qu'ils défendent. Donc peut-être sur ce point, rappeler que le fait que la pratique d'accompagnement se fonde sur une relation asymétrique entre professionnels et bénéficiaires et que cette asymétrie, elle a fait déjà, par exemple, l'objet de nombreux échanges hier et elle suscite plus largement une littérature abondante sur le positionnement qu'adoptent les professionnels dans ce type particulier de relations sociales. L'analyse de ces postures révèle de nombreuses oppositions sur lesquelles je vais pas trop revenir entre savoir-faire sociotechnique et socioclinique, entre profils de médico-social, socio-culturel ou plutôt d'orientation gestion RH, ou comme ça l'a été dit hier, par exemple, entre approche utilitariste et approche humaniste. On retrouve de telles oppositions dans vos présentations. Par exemple, le cas des Cap Emploi à travers la manière dont les chargés de maintien se positionnent autour de la figure centrale de l'ergonome. Ou sur le marché complémentaire, avec les deux conceptions du travailler avec, de ce que travailler avec veut dire soit travailler sur le projet, soit travailler sur le terrain. Et donc, je voudrais ici discuter peut-être une autre dimension du rapport au travail de ces professionnels qui renvoie moins à la manière dont ils se positionnent dans le métier, tel que vous l'avez présenté, qu'à la façon dont ils jugent leur rôle et les apports de leur pratique pour les personnes qu'ils accompagnent. C'est donc, comme Thomas, vous le présentiez, c'est plutôt la dimension éthique, le sens moral qu'ils donnent à leurs actions dont il s'agit. Donc, dans les différents cas exposés, on voit un peu de manière transversale que le discours éthique qui est porté par vos enquêtés se rattache plus ou moins explicitement à la thématique du care. Alors, très explicitement dans le cas des Cap Emploi, et on le voit aussi sur le marché complémentaire suisse. Mais on voit des variations entre les milieux professionnels. Dans le cas de l'atelier de travail d'intérêt général, je reprends, l'objectif que les accompagnants fixent à leur intervention, c'est d'offrir une expérience chaleureuse qui va pouvoir tout de même apporter des petits bénéfices secondaires à la personne. Dans la structure de réinsertion du marché complémentaire, la deuxième, les accompagnements au travail, donc qui sont ces intermédiaires que vous avez décrits entre les encadrants de terrain et d'autre part les coachs, font circuler uniquement les informations qui sont nécessaires à l'accomplissement de l'activité. Et ces informations confidentielles sur la personne, elles vont être retraduites en consignes de travail en vue de s'assurer de sa protection dans les situations de travail dans lesquelles la personne est plongée. Et enfin, je reviens moins sur le cas des chargés de maintien de Cap Emploi parce que vous l'avez amplement présenté. Voilà. Avec la question centrale de la place centrale des personnes en situation de handicap. Et
voilà, pour finir, je voulais, au-delà donc finalement de ces contenus, est-ce qu'on ne peut pas relier ces discours éthiques aux conditions sociales des professionnels et peut-être finalement, en fait, au final, revenir à la racine du mot éthique qui est l'éthos des professionnels qui portent ces discours. On peut s'interroger donc sur les liens entre éthique du care et type de public accompagné. Voilà, entre les personnes en situation de handicap et dans le cas des Cap Emploi, peut-être la question des petits bénéfices avec les personnes, la rediscuter sous l'angle du statut des personnes condamnées et qu'est-ce que c'est d'accompagner des personnes condamnées. Donc voilà. Et plus globalement, discuter le lien entre ces discours éthiques et les conditions institutionnelles dans lesquelles les professionnels interviennent. Alors là, peut-être sur le cas des Cap Emploi, parce que c'est une hypothèse forte que vous posez, voir la manière dont est valorisé le rôle de soutien aux personnes en difficulté. Peut-être, là c'est un point que je vous soumets, comme une manière de donner du sens à son activité dans un contexte un peu général où on a le sentiment d'une domination structurelle de ce réseau à l'égard de tous les interlocuteurs qu'on a pu évoquer dans le point précédent, que ce soit l'entreprise, le commanditaire public, etc., etc. Pierre, j'en finis là. Oui, voilà, parce que si on veut Désolé, que les intervenants puissent réagir, je vais peut-être passer tout de suite la parole à l'équipe suisse, si vous voulez faire piocher parmi les questions. Voilà. Merci beaucoup, Pierre. Alors, ce ne sera pas possible de répondre à tout parce que c'était très riche. Et en tout cas, voilà, je propose de piocher, suivant la proposition de Coralie, pour répondre à certaines questions. Donc, sur la dimension politique, je pense que c'est une question intéressante. Et puis, je pense qu'on est en Suisse depuis environ une dizaine d'années sur un changement effectivement intéressant avec une nouvelle figure en fait de l'entreprise sociale là qui a fait son apparition et qui est très à la mode en fait sur le marché complémentaire. Donc, pour aller très vite, l'entreprise sociale est une entreprise qui fonctionne comme sur le marché privé, donc qui fait des bénéfices et puis qui réinjecte ces bénéfices dans l'institution en fait. Avec un gros enjeu, en fait, notamment une des questions qu'on s'est posées chez nous, c'est qui c'est qui paye les accompagnants? Donc, sur le marché complémentaire, en fait, qui paye le salaire des coachs en insertion, qui paye le salaire des MSP, qui paye le salaire, voilà, de toutes ces personnes. Et on a trouvé deux cas de figure. Dans un cas de figure, en fait, c'est l'État. Typiquement, alors voilà, il y a différentes, c'est aussi compliqué parce que les formes de négociation, de contrats de prestation, enfin voilà, ça c'est encore une autre discussion de structuration des marchés complémentaires. Mais juste pour aller très vite, dans un cas, par exemple, c'est l'État en fait qui paye les salaires des accompagnants et les bénéfices servent à payer, par exemple, dans les ateliers protégés, les bénéfices servent à payer en fait les personnes en situation de handicap qui travaillent entre 20 centimes et 2 francs de l'heure. Et dans un autre cas de figure, en fait, c'est les bénéfices des institutions qui servent à payer le salaire des encadrants et encadrantes, alors que c'est l'État qui fournit en fait l'argent pour les travailleurs et travailleuses. Donc là aussi, voilà, c'est très intéressant ce marché complémentaire dans la mesure où les formes que prennent les entreprises et les institutions en fait sont très différentes. Et j'aimerais juste aussi rappeler que, pour ça c'est important pour moi le marché complémentaire, parce qu'il y a des formes d'emploi du marché complémentaire sur le marché primaire. C'est-à-dire qu'en gros, il ne faut pas qu'on ait l'impression comme ça que c'est que le tiers secteur pour aller vite. Il y a en fait des travailleurs à statut administratif spécifique dans des entreprises de peinture, dans les universités, dans les bibliothèques, dans l'administration publique en fait. Et ça, je pense que c'est un des apports de notre projet, c'est d'arrêter de penser ce marché justement comme quelque chose qui serait à côté du marché primaire. Mais en fait, le marché complémentaire est aussi sur le marché primaire. Et puis, un des travaux qu'on a fait et qu'on va publier bientôt, c'est aussi, on suit l'argent en fait, en gros. Donc, il y a cet échange entre État et prestataire en fait. Et où va l'argent et qui paye quoi en fait. Bon, je n'ouvre pas la parenthèse, ça m'emmènerait encore trop loin.
La deuxième chose que je trouvais intéressante, et Nathalie, tu peux tout à fait compléter si tu as envie de rajouter des choses, hein, t'hésites pas. Bien sûr, alors oui, ça paraît bizarre en fait de vouloir réfléchir toutes ces formes d'emploi très très différentes selon les publics, les modalités ensemble, en fait, mais je pense que c'était le gros challenge de notre mission. Et il est tout à fait vrai que le statut, donc accompagner des condamnés, c'est pas du tout la même chose que d'accompagner des chômeurs ou des personnes en situation de handicap, hein, bien évidemment. Et ça donne aussi une autre légitimité, en fait. À travers le statut, on voit la légitimité ou la plus-value, j'ai envie de dire, de l'accompagnant sur le marché professionnel. Donc, par contre, si je reprends le schéma que j'ai présenté, ce qu'on voit bien aussi, c'est que, comme dans toute la sociologie du travail, déjà dite par Hughes il y a très longtemps, en fait, toutes les personnes qui sont en contact direct, donc toutes celles qui sont dans la production, etc., subissent comme une espèce de délégitimation de leur propre statut. Hughes disait, hein, plus on monte dans la hiérarchie, moins on travaille en contact direct. Donc l'infirmière-chef n'est plus au contact des soignants, le doyen n'est plus au contact des étudiants. En fait, ça marche la même chose sur le marché complémentaire, hein. Les personnes qui sont les encadrants que j'ai présentés à Tige, qui font le travail au contact direct, bénéficient d'un moindre statut, ont moins de capitaux scolaires, ont des parcours professionnels très très différents en fait de les coachs en insertion qui ont fait de la psychologie du travail à l'université ou des hautes écoles de travail social. Donc là aussi, bien évidemment, c'est pas seulement le statut administratif, c'est pas seulement la distance à l'emploi du statut administratif, parce que comme j'ai dit avant, c'est pas la même chose de s'occuper d'une personne en situation de handicap que d'un chômeur, enfin, voilà. Mais c'est aussi le type d'activité. Et là, je pense que c'est vraiment un apport de notre projet que de prendre au sérieux la sociologie du travail, donc quel type d'activité, dans quel type de contexte, pour qualifier le travail. Sur les enjeux de légitimation, donc c'est ce qu'on a dit aussi, ce que j'ai dit en conclusion, en fait, il y a aujourd'hui véritablement une discussion à la fois au niveau des acteurs étatiques, mais à la fois aussi au niveau des acteurs professionnels et des lieux de formation, hein, dans mon école typiquement, hein, comment est-ce qu'on forme à l'insertion, quels sont les niveaux de diplôme exigés, quels sont les profils des personnes, etc. Et là, on voit bien qu'il y a un enjeu aussi d'organisation de la profession, à la fois en termes d'intervention, en termes de statut professionnel, mais aussi en termes de type de tâche, hein, voilà, avec des statuts différents. Et on voit bien en fait que l'accès au dossier, si pour aller vite, hein, l'accès au dossier administratif est réservé aux personnes les moins qualifiées. Ce qui est intéressant dans la Tige, c'est qu'effectivement, ils ne travaillent ni avec dossier, ni dans le mandat de réinsertion, donc ils ne sont pas évalués sur des critères. Il n'y a pas une évaluation du taux de réinsertion, par exemple, des gens qui font du Tige. Il n'y a même pas d'évaluation du nombre de présences. La personne ne vient pas, bah, ok, elle va en prison. Point. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'impact en fait de l'évaluation sur les professionnels. Alors que bien évidemment, une mesure qui n'arrive pas à replacer ou faire entrer en formation les bénéficiaires sera délégitimée aux yeux de l'État. Mais ce qui est intéressant dans le discours de la Tige, enfin ce qui nous a semblé intéressant dans le discours de la Tige en tout cas, c'est que pendant très longtemps, on n'a pas pensé ces encadrants comme des accompagnants. Ils n'ont pas bénéficié en fait du statut d'accompagnant. Ils n'ont pas fait du travail d'accompagnement comme on l'entend dans le travail social, par exemple, comme l'entend Paul. Parce que l'accompagnement intervient avec prendre la personne dans une vision systémique, dans sa globalité, savoir qu'elle en est. Et en fait, ce que nous, on trouvait intéressant, et avec le terrain qu'on a fait, c'est que ça mettait d'être sur place, donc d'être avec les gens, de travailler avec les gens, de faire cette observation, en fait, mettait en contraste très fortement, en fait, quelque chose qui était de l'ordre du non étiqueté par l'État comme de l'accompagnement socio-professionnel. Et pour nous, en fait, il y avait un accompagnement qui était, j'ai envie de dire, de l'extérieur, comme ça, en termes d'observation, qui était très à la fois suivi, à la fois attentif, justement, au rythme des personnes. Jamais forcer la parole dans un bureau. Si la personne autour d'un arbre a envie de raconter son histoire, il raconte son histoire. Si la personne n'a pas envie de raconter son histoire, il ne raconte pas son histoire. Donc là aussi, avec une attention, en fait, une position du care, hein, vraiment, de où en est la personne, de quels sont ses besoins, en fait, qui ne sont pas possibles dans des structures très professionnalisées, avec des temps morcelés, dédiés, par exemple, à la recherche d'emploi, ou des temps dédiés à... Donc, les coachs, ils donnent des rendez-vous, c'est 15h30 dans mon bureau. Et à 15h30, indépendamment de ton état, tu viens parler de ton projet professionnel. Donc, le rythme, en fait. Et là, c'était intéressant. Donc, chez les encadrants où il n'y a pas de mission de réinsertion, où il n'y a pas, a priori, pas de formation au travail social, où il n'y a pas de velléité en fait de construire un projet avec les individus, où il n'y a pas volonté d'entrer, vraiment quand ils disent on est non jugeant, on n'est pas intrusif, si les gens veulent ne pas parler pendant une journée, ils ne parlent pas pendant une journée. Donc les bénéfices secondaires, c'est juste être, par exemple, être dehors ou manger chaud à midi en fait.
ou gagner en compétences par ailleurs, parce qu'apprendre à couper un arbre dans une forêt, enfin voilà, pas tout le monde ne sait le faire. Alors que dans l'autre, c'est très structuré. C'est vraiment la technicisation. Hein, en fait, l'expertise est fondée sur une technicisation très forte. Un projet, des objectifs, parfois définis à la semaine, avec une division du travail extrêmement élaborée, avec des temps qui sont imposés par l'institution. Dans le cadre de Bâle, par exemple, hein, avec ce nouveau modèle, où on divise le travail. Le coach, il connaît tout le dossier, il fait le lien avec les compétences et tactiques. L'accompagnant au travail, il fait le lien entre le coach qui gère le dossier au niveau étatique, donc avec l'assurance invalidité ou l'assurance chômage, hein, ou une prescription terrain, puis il fait le lien avec le terrain. Mais en fait, il n'est pas sur le terrain et il ne vit pas au jour le jour avec les personnes accompagnées. C'est bien ça l'enjeu de la division du travail, hein, ce qu'on essaie de montrer par le schéma. Et puis enfin, sur la dernière question de l'éthique, alors bien, je peux que souscrire à cette dernière proposition, hein, d'aller voir l'éthos. L'éthos est très différencié dans ce qu'on a essayé de montrer aussi dans l'article, c'est que la manière de raconter son travail et de légitimer son travail et du sens qui est donné par le travail est vraiment construit en opposition, en fait, entre les encadrants, par exemple, et les accompagnants socio-professionnels, ce qui a été mis en avant dans l'article. Il reste 4 minutes, Thomas, je suis désolée. Je crois qu'on va manger un tout petit peu sur la pause, si les organisateurs et organisatrices voilà, l'acceptent. Alors Thomas, c'est à vous. Ok, bon bah donc du coup je vais essayer de faire un peu plus rapide. Et donc du coup je vais surtout moi me centrer donc sur l'aspect que vous avez pu pointer, donc c'est-à-dire l'asymétrie qu'il peut avoir entre le professionnel et l'usager. Et de cette façon, je vais essayer d'être le plus transversal possible pour répondre à l'ensemble des questions. Donc, en termes d'asymétrie entre professionnels et usagers, donc c'est un point de vue que je partage complètement. Et donc, j'ai pu travailler d'ailleurs sur ce sujet. J'ai un article qui est publié à ce propos. Je pense qu'on peut la décrire, cette asymétrie, en se servant de l'anthropologie du don. C'est-à-dire qu'on a bien un professionnel qui, alors je ne vais pas parler de disposition, mais en tout cas, du fait de sa socialisation, porte une éthique du care qui lui est propre, qui est subjective, et ça va quand même permettre déjà d'entrer en lien avec un usager qui va être donc en face de lui, qui va avoir des demandes, et donc finalement va s'articuler ici à l'éthique du care, finalement une pratique du care. Et donc, le don ici, qui va permettre de tisser donc, du lien avec l'usager, c'est-à-dire je vous donne de mon temps, je vous donne de mon écoute, et l'usager, en forme de contre-don, lui, il va fournir des éléments sur son parcours biographique. Donc, on a ici un accompagnement qui se crée. Donc, ce lien subjectif qui va se créer entre le professionnel et l'usager va permettre ensuite d'objectiver tout ça et de le mettre en relation avec du droit, et donc d'associer l'éthique à la pratique du care. Mais les usagers qui peuvent se montrer parfois réfractaires à ces types d'accompagnement, donc il y a plusieurs manières de le faire, hein. Ça peut être considérer l'accompagnement comme un dû, comme quelque chose qu'on va revendiquer, ou quelque chose qu'on va fuir. Quelque part, ça va venir casser le circuit du don, c'est-à-dire que là, l'usager n'opère pas de contre-don au niveau du professionnel, et donc l'accompagnement peut en effet ne pas prendre de sens, et ça peut créer donc des phénomènes de ce que Pogam appelle la disqualification sociale, c'est-à-dire que finalement l'usager va se couper un petit peu de ses droits et de l'accompagnement. Et c'est là où finalement la pratique du care vise quand même à limiter ces formes de dissymétrie finalement entre le professionnel et l'usager. Donc pour essayer, je suis obligé de passer très vite, hein, mais pour essayer aussi d'être toujours transversal, cette pratique du care, forcément, elle va mettre en lien donc l'éthique du care du professionnel avec tout un réseau partenarial et institutionnel, c'est-à-dire que le professionnel va mettre en œuvre son éthique en allant tirer donc sur des leviers, par exemple pour les chargés de maintien, on va aller s'appuyer sur les services de prévention et de santé au travail pour avoir une sorte de légitimité dans l'action en s'appuyant sur des restrictions du médecin du travail, mais on va aussi aller toquer à la porte de la CPAM pour pouvoir aussi actionner des dispositifs de droit commun pour préparer du coup du maintien en emploi. Et donc du coup cette pratique du care, on voit qu'elle mobilise en fait énormément d'acteurs, du droit spécifique et du droit commun.
et que parmi l'ensemble de ces acteurs, donc moi en tout cas ceux que j'ai pu interroger à un niveau plus institutionnel, donc notamment l'AGFIP, le FIP, aussi des acteurs de Keops, on voit qu'il y a aussi une éthique du care chez ces acteurs, mais que du fait de leur pratique, donc de leur pratique du care qui va être un petit peu différente de celle qui est faite sur le terrain, on va avoir quand même une définition des situations qui vont être quand même tout à fait différentes d'un acteur à l'autre. Donc on a bien une éthique du care qui est commune à tous les acteurs, mais une mise en pratique qui va vraiment être différente. Donc c'est là d'ailleurs où on voit, donc, encore une fois j'essaie d'être assez transversal, mais c'est là où par exemple on peut constater sur le terrain que la mise en pratique du care, donc, qui est réalisée par Keops, donc notamment par la formation des professionnels, c'est-à-dire on va vous former à faire une pratique du care qui se fasse donc de cette façon, c'est-à-dire en étant des experts du handicap, en étant des analystes du travail, elle va rentrer en confrontation avec une pratique du care qui essaye plutôt de vendre l'AGFIP, c'est-à-dire on a tout un catalogue de prescriptions qui est mis à votre disposition, à vous d'aller piocher finalement les bonnes aides pour aider un individu. Parce qu'au niveau de la GFIP, les acteurs qui travaillent à la GFIP, même si ce sont des financeurs, même si ce sont des gestionnaires, le fait de travailler à la GFIP, je doute que ce soit anodin. Il y a aussi quand même derrière une éthique du care de ces acteurs. Donc, bon, il y a finalement, voilà, en rentrant avec cette clé d'entrée donc de l'éthique et de la pratique du care, on voit que tout le monde travaille à peu près dans le même sens, mais selon l'institution et les enjeux historiques et politiques de l'institution qui va porter ce care, donc on va avoir des pratiques très différentes. Et sur le terrain, l'acteur de terrain, lui, il doit articuler son éthique avec différentes formes de pratiques qui lui sont proposées pour donner du sens à son travail. Voilà, je m'arrêterai ici. Voilà, j'ai pas pu répondre à tout ce que j'aurais souhaité, mais à chaud, voilà ce que je peux vous dire. Merci beaucoup et désolé d'avoir été un peu long. Ah non, pas de souci. Alors, on va peut-être prendre des questions de la salle virtuelle, mais néanmoins présente. Alors, il y a une main qui se lève. Alors, donc Damien Brochier a demandé la parole. Oui, vous m'entendez? On va essayer d'être vraiment concis, oui. Damien. Oui, tout à fait. J'ai mis un petit, c'est juste pour commenter j'ai mis un petit mot parce qu'en écoutant là, ça me frappait. C'était juste, voilà, comme on parlait de division du travail là, et du coup, en écoutant ce qui se disait et en regardant notamment le schéma tout à l'heure sur la Suisse, où j'étais frappé par le fait que la quasi-totalité des profils là, je sais pas comment vous appelez ça, se situait à l'interface entre deux catégories. Voilà. Et du coup, ça me faisait ça me faisait mieux comprendre cette idée que on retrouve souvent. Enfin, j'ai essayé de poser cette notion de division du travail à l'intérieur des individus. Et je me disais que souvent, en fait, même par rapport à tout ce qu'on a vu depuis hier, les accompagnants effectivement partagent souvent leur activité entre quelque chose qui relève de, alors je ne sais pas si je comprends bien l'éthique du care, mais quelque chose qui est tourné vers les individus de manière autonome, ce que vous appelez là ces petits moments, voilà, on cherche à se centrer sur les individus. Et puis de l'autre côté, souvent, pas pour tous les accompagnants, mais souvent il y a une autre part de leur activité qui est tournée vers tout ce qui est un peu la relation à l'environnement. Voilà. Et donc du coup, souvent, cet environnement, il est souvent perçu ou vécu comme étant quelque chose d'un peu difficile, notamment par exemple dans le rapport à l'emploi. On voit très bien que beaucoup d'accompagnateurs mesurent bien l'écart qu'il y a entre le niveau de compétence des individus et puis les attentes du marché du travail. Et souvent, je comprends mieux, à travers tout ce qui s'est dit là, comment effectivement il y a un certain nombre de problèmes, ça pose un certain nombre de problèmes identitaires pour les accompagnants pour concilier finalement ces deux dimensions. Donc, pour relier ça à la dimension de division du travail, je trouvais que c'était une manière de dire que voilà, la division du travail, elle est aussi à l'intérieur même des individus. C'était juste ce que je voulais dire. Merci Damien. Je passe la parole à Nicolas Farvac qui a levé la main.
Oui, merci. Très rapidement, moi aussi j'ai beaucoup apprécié là, cette présentation avec ces aspects de division du travail. Ça m'a en effet fait penser beaucoup à l'insertion par l'activité économique en France, avec des fortes tensions. Moi j'aurais peut-être aimé, mais malheureusement on n'a pas le temps, entendre un peu plus Morgane sur les tensions entre ces différentes figures de l'accompagnement, les tensions internes à chaque organisation, notamment ce qui se trame entre les enjeux et les contraintes de production et les contraintes de l'accompagnement. Moi, j'évalue en ce moment un programme expérimental en France qui s'appelle Sève Emploi, qui justement vise à faire modifier ces lignes de partage entre production et accompagnement vers une figure un peu renouvelée qui serait un peu transversale, qui s'appellerait la médiation. Donc, ce serait justement réduire cette logique de division du travail pour former un bloc de médiation vers l'emploi. Et alors, justement, bah, la question qui m'intéresserait de voir, c'était qui, dans ces figures de l'accompagnement, est en charge de la relation avec l'extérieur, finalement, parce que, comme vient de le dire Damien, c'est très centré sur les contraintes internes, les contraintes internalisées des personnes dans une logique de care, les contraintes internes de production, mais finalement, la sortie de ces structures, de ces dispositifs, de ces mandats en Suisse, il y a bien un après le passage dans ces activités. Donc, qui est en charge de la poursuite des parcours, de la relation avec l'entreprise, de la valorisation des expériences, des compétences de ces individus? Bon, bref, je ne pense pas qu'on aura le temps de débattre beaucoup, mais ça m'intéresserait fortement d'échanger prochainement. Alors, il faut qu'on garde contact parce que ça m'intéresserait aussi l'histoire de la médiation. Donc, bien sûr, je réponds juste sur la question des tensions, en fait. Avec un exemple qui pose beaucoup, beaucoup de questions en Suisse aujourd'hui, c'est sur l'accompagnement des personnes en situation de handicap, donc les rentiers AI. C'est une des premières mesures du marché complémentaire qui a été mise en place en 64, en fait. Donc, ces ateliers, en fait, en lien avec la pression du domaine du handicap, les associations, les parents, les enfants, enfin voilà, qui disaient ces gens doivent pouvoir travailler. Donc, on a mis en place ces ateliers protégés dans lesquels ils peuvent travailler, comme vous et moi, mais avec des salaires moindres, complétés par une rente AI, en fait. Et aujourd'hui, sous la pression toujours aussi de l'ONU, des nouvelles conventions, en fait, il y a une accusation en fait de ségrégationnisme de ces ateliers protégés qui sont en fait comme séparés du marché primaire, avec un objectif qui est très fort aussi en lien avec la remise des personnes en situation de handicap sur le marché du travail. Et donc on pointe du doigt ces ateliers en fait comme étant des espaces ségrégationnistes. Pas là, mais en même temps, vous vous rendez bien compte que si les gens sont dans les ateliers, c'est bien qu'il y a des difficultés, donc ils sont préservés aussi de la compétition, des rythmes freinés, donc avec toute une ambivalence là autour qui pose beaucoup de problèmes aux professionnels. De manière générale, ils sont tous pris avec des tensions très importantes. Ceux qui ont des exigences de production, donc dans l'espace jaune du schéma, donc tous les professionnels qui sont en charge de sortir de la production, en fait, ils ont un double enjeu assez contradictoire. Donc, il faut à la fois avoir des personnes qui sont suffisamment en situation de handicap pour toucher de l'argent de l'État, en fait. Mais en même temps, il faut quand même des gens qui soient capables de sortir une production pour pouvoir faire le chiffre. Parce que s'il n'y a pas de chiffre, en fait, il n'y a pas de production qui sort, donc l'entreprise est pénalisée. Donc là, il y a une grosse tension, en fait. Et de l'autre côté, en fait, pareil, il y a qu'on a vu hier, l'écrémage, la sélection, les meilleurs, hein, parce qu'il y a une évaluation des personnes qui sont remises en formation ou remises sur le marché du travail. Et en même temps, la justification, on ne peut pas se passer de la justification. Thomas disait avant, l'accompagnement, qu'est-ce que tu as dit Thomas, décrédibilise ou délégitime, ou je ne sais plus ta formulation, mais c'est juste, hein, ils doivent faire la preuve que ces personnes sont bien inemployables, ou pas employables tout de suite, parce que si alors c'est des salariés comme vous et moi, qu'est-ce qui justifie en fait qu'on paye pour leur activité, vous voyez bien. Donc cette espèce de tension, elle est fortement vécue, elle est très ambivalente, et si elle est moins forte chez les salariés encadrant de l'atelier de travail TIGE, c'est pas que le TIGE n'a ni exigence de production, ni exigence de réinsertion. Il n'y a pas de contrat avec l'État sur un 50% qui devrait être mis sur le marché du travail après 3 mois. Ce qui donne en fait un espace, pour reprendre la formulation de l'encadrant interviewé, de créer un espace chaleureux en fait d'échange, parce qu'il n'y a pas d'autre objectif du TIGE que de payer en fait ces heures de condamnation. Et donc, paradoxalement, c'est ce qui nous a sauté aux yeux, paradoxalement, en fait, là où il n'y a pas de mission, soit de production, soit de réassignation, ou en tout cas pas de définition cadre de la part de l'État, ça donne un espace
assez... et d'ailleurs, plusieurs personnes qui font du TIGE, bien évidemment, vous imaginez, sont passées par des programmes ou des mesures de réinsertion à l'assistance publique ou au chômage. Donc, ils comparent aussi le type d'encadrement qu'ils ont eu dans ces deux espaces. Et ils décrivent le TIGE comme un espace où les encadrants ne sont pas chiants, où on ne leur pose pas 1000 questions, où ils n'ont pas besoin de se raconter encore une fois, où ils peuvent choisir leur activité entre démolir un arbre et être dehors. Et donc, ça donne en fait assez paradoxalement un espace de liberté pour avoir ce qui est au cœur de la conception du care, hein, prendre l'individu là où il est, écouter véritablement ses besoins, avec quelque chose qui est beaucoup moins formalisé en termes de division du travail. Mais volontiers, Nicolas, si on peut échanger par la suite, et puis moi, il me faut un café. Bien, écoutez, on va s'arrêter là. Merci beaucoup à toutes et tous pour vos interventions. Et on se retrouve donc, Léa, je vois Léa apparaître. Alors, dis-nous quand est-ce qu'on se retrouve. Mais on se retrouve à 11h. À 11h, c'est parfait. Voilà. Merci beaucoup. De quoi, en effet, se réveiller par un petit café. Parfait. Merci beaucoup.